moi que je me rassure tout de suite, là, mais les discussions de cuisine, on en fait beaucoup. On fait une révolution individuelle, on se renseigne, on éduque aussi, on éduque nos enfants qui marchent avec nous, qui tapent dans leur casserole, qui apprennent la dignité, le sens de l'honneur, de ne pas s'écraser devant une injustice, de ne surtout pas se taire quand une force occulte l'exige. Alors c'est un besoin que je ressentais aujourd'hui, de vous demander, s'il vous plaît, de calmer cette inquiétude-là en nous proposant concrètement aujourd'hui, à la fin de cette assemblée, une action concrète, s'il vous plaît, qu'on sorte d'ici en ayant le sentiment qu'au moins cet après-midi, on aura contribué à faire un pas dans la bonne direction pour nous. Oui, on va prendre en note ce que vous nous demandez. Le Nouveau Mouvement pour le Québec, il a organisé une assemblée comme celle-ci, c'est parce qu'il prend les citoyens au sérieux. Depuis le tout début, il les prend au sérieux. Et je pense que ce que vous nous demandez résonne avec ce que d'autres personnes demandent et ce que d'autres personnes font déjà. Ont déjà amorcé des choses pour que cette unité-là se fasse. Donc, mais j'aimerais ça entendre la salle aussi davantage, si vous me le permettez. J'aimerais qu'elle se prononce davantage parce que, bon, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la diversité, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à vivre comme indépendantistes dans toute cette diversité que nous avons. Et elle est là. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on arrête de parler de division. Parler de diversité, c'est déjà un premier pas vers cette unité-là. Donc, je pense que oui, j'en prends très bonne note de ce que vous nous demandez. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui veulent intervenir, il y a eu quand même... sinon, allez-y. Comme vous voulez. Monsieur. Bonjour. Alors, moi, mon nom est Mario Paquet. J'ai une histoire particulière. En 1991, j'ai entrepris un baccalauréat en sociologie à l'UQAM. J'avais 12 ans de marché du travail comme bagage d'expérience à amener là-dedans. En grande partie dans le communautaire, à travers le pays. Pratiquement, dès ma première session, j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement étudiant de l'UQAM, particulièrement sur la question des frais de scolarité, qui, même si à l'époque ils n'étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui, m'achalaient quand même un petit peu financièrement. Je ne voulais pas de prêts et bourses, donc je travaillais pour pouvoir payer mes études et pour mon train de vie normal. Et rendu dans ma deuxième année, à la session d'hiver en 1993, j'ai dû même réduire le nombre de cours que je prenais à 2 au lieu de 5 pour être en mesure de pouvoir les payer. J'essayais d'envisager là-dessus le plan d'études que je me faisais qui, à temps plein, me demanderait encore un autre 10 ans pour me rendre jusqu'à la fin d'un doctorat. Et je me disais que je ne pourrais pas y arriver comme ça avec des frais de scolarité qui continueraient d'augmenter et à devoir travailler 35 heures, 40 heures semaine pour arriver à payer mes études à temps plein. Alors, j'ai décroché. Je me suis mis en grève. Et j'ai pris la route. J'ai été voir ailleurs en essayant, en oubliant tout le conditionnement au travail qu'on m'avait inculqué jusque-là. Et en redéfinissant totalement mes perspectives par rapport à la vie, par rapport aux gens. Puis à travers ces voyages-là, je revenais quand même toujours ici, à Montréal, au Québec. Et pour faire le point après quelques années à la limite sur la route, puis j'en suis venu éventuellement à vivre ici, dans la rue, particulièrement dans les derniers 10 ans. Où est-ce que j'ai choisi d'élever une meute de chiens. Question d'avoir une famille à élever, parce que, bon,
mon libre arbitre m'avait quand même amené sur des routes où est-ce que je ne pouvais pas vraiment élever une famille humaine, avoir des enfants avec moi et leur faire vivre des conditions pas tout à fait idéales. Alors, j'avais pas non plus trouvé de compagne avec qui j'aurais le goût de fonder une famille. Donc, je me suis tourné vers le chien qui était mon compagnon à l'époque et je l'ai regardé à un moment donné, mais c'est ta famille que je dois aimer. Puis bon, ça m'a limité aussi dans les voyages, donc j'ai dû rester beaucoup plus centré à Montréal. Mais j'étais dans la rue. Une des choses quand j'étais militant étudiant, que j'avais comme compris dans la logique militante, c'était que la rue, c'était à nous. Puis que, à quelque part, c'est là que tout se déciderait en bout de ligne. Alors, en vivant dans la rue, je l'ai apprivoisé. Je l'ai mieux compris. J'ai côtoyé tous les gens qui vivaient ou qui y passaient. Et en étant toujours un petit peu aussi dans le quartier ici, autour de l'UQAM, j'ai aussi continué à maintenir des liens avec les étudiants, avec les militants. Et j'ai essayé d'en venir à appeler les gens à prendre la rue. Indirectement, dans les conversations un à un que je peux avoir un peu avec tout le monde. Parce que moi, ma grève étudiante personnelle m'avait amené à la transformer en grève sociale, parce que ça dépasse la question des frais de scolarité. Comme on a pu le voir, en fait, même collectivement, l'historique de ce qui s'est passé cette année avec la sortie des étudiants dans la rue, puis les autres mouvements qui ont décidé d'appuyer et de suivre, c'est justement ce grand mouvement-là de prise de décision collective qui est en train de s'enclencher. Et pour moi, ce n'est que dans la rue qu'on pourra arriver à s'entendre, à partager dans des formes d'assemblée générale sur le même modèle que les associations étudiantes nous ont montré, qui est la démocratie directe, où est-ce qu'on entend tout le monde et où on se regroupe. Et pour ce qui est d'une stratégie, pour nous sortir de ce qu'il y a présentement là, comme marasme, je dirais qu'il faut boycotter le système électoral. Quand Hugo parle de liste d'épicerie, moi je me dis, il faudrait peut-être au moins rafistoler le panier puis le nettoyer d'un comme faut parce qu'il est encrassé pas mal. Avant de remettre de quoi d'autre dedans, de quoi de bon dedans, pour pas que ça pourrisse, il faudrait peut-être soit le jeter aux poubelles puis en faire un nouveau, ou ben non, le nettoyer bien comme il faut. Alors, bonjour. oui, je vais juste faire un rappel sur la brièveté. C'est dommage parce qu'on veut vraiment vous entendre beaucoup, mais là, bon, c'est ça. Alors, allez-y. Je vais être relativement bref et peut-être un peu déroutant dans mon discours. J'ai commencé en parlant de ce qu'a dit M. Payet par rapport à la grève étudiante. Il disait que, bon, on ne voyait pas beaucoup de revendications par rapport au Canada. Mais il y a une explication relativement simple par rapport à ça. C'est que le débat étudiant, c'est un débat qui est devenu gauche-droite. Au Québec, on est habitué toujours un clivage, une lutte entre les souverainistes et les fédéralistes. Et là, on se rend compte que dans la rue, c'est pas ça qui se passe, en fait. C'est une lutte entre des valeurs de solidarité contre des principes que le gouvernement appelle responsabilité, qui sont en fait des valeurs de droit. Et ce que, dans le fond, Léo a réussi à faire, il faut le féliciter pour ça, ses collègues du mouvement étudiant, c'est de réussir à unir les Québécois sur autre chose que... En fait, de réussir à unir les Québécois, point, sur une idée de gauche. Ça, félicitations, Léo, tu l'as bien fait. Mais ce qu'il faut se dire avec ça, c'est, en fait, l'offre politique actuelle au Québec répond peut-être pas à ce que les Québécois recherchent. L'offre politique actuelle au Québec, c'est les partis souverainistes de gauche et les partis fédéralistes de droite. Mais en réalité, les Québécois, il y en a qui sont fédéralistes et à gauche, et il y en a qui sont souverainistes et à droite. Peut-être qu'il y aurait une réflexion à faire de ce côté-là, en fait. Quel genre de clivage on veut? Est-ce qu'on veut un clivage politique fédéraliste-souverainiste? Un clivage politique gauche-droite? Je crois que la question mérite de la poser, je vais la poser à mes panélistes. Et puis, j'aimerais aussi répondre à une question que vous avez dit, M. Desjardins. Vous avez parlé
de la nécessité d'une constitution pour le Québec pour essayer de contester des lois comme la loi 78. Eh bien, Léo, tu vas aller en cours, tu vas aller contester la loi. Pour ça, tu vas sûrement te baser en fait sur la Constitution du Canada, la Charte des droits et libertés que le Québec n'a pas signée, mais qui en fait va nous permettre, c'est peut-être un peu ironique, mais va nous permettre de contester la loi que Jean Charest impose, et peut-être va permettre en fait de faire d'enlever cette loi-là. Donc finalement, je voulais souligner ce paradoxe-là pour les gens qui sont par ici, c'est-à-dire que on n'entend peut-être pas beaucoup le Canada, mais le Canada n'est pas nécessairement notre ennemi. Il y a peut-être des choses intéressantes qui se passent, comme comment le fait d'avoir une constitution, une charte des droits, qui nous permet de nous protéger des abus de notre propre gouvernement. Alors, la question que je voudrais lancer aux panélistes, elle est bien simple en fait. C'est comment les faire parler non seulement aux souverainistes de gauche, mais aussi à l'ensemble de la gauche québécoise, et plus largement à toute la population québécoise, peu importe le clivage. Léo, Léa, Yannick, Hugo. Je veux juste répondre rapidement à une chose, ça revient toujours à la même chose, c'est pour moi la gauche comme la droite, comme les institutions qu'on connaît, on les a héritées du 19e siècle, sont aussi dépassés l'un que l'autre. Et ils sont aussi à réinventer l'un que l'autre. Et je pense qu'il y a des réflexes de gauche qu'on peut avoir. J'ai pas de mal à me faire identifier comme un économiste de gauche, mais en même temps, ça m'agace un peu parce que je considère que ça se rattache à une espèce de truc qui est complètement dépassé, qui fait pas de sens par rapport à la réalité qu'on vit. Je pense que dans le message que vous venez de lancer, c'est encore une fois, c'est la volonté de réinventer ce discours-là et ce discours au sens très large, ce dialogue entre nous. Je pense que vous soulevez une question vraiment intéressante et importante. Et je crois, comme Yannick, que la remise en cause de ce système-là, de ces institutions démocratiques-là, est tout à fait nécessaire, voire primordiale. Cependant, je crois que dans un premier temps, au-delà des questions de gauche et de droite, il demeure qu'il faut, à court terme, prévoir donc de pouvoir juste simplement remettre en question ce système-là. Et pour ça, je pense que le gouvernement qu'on a actuellement n'est pas le bon acteur pour nous permettre un réel dialogue et une profonde remise en question. Donc pour ça, je pense qu'il faut changer de gouvernement et il me semble, en tout cas logiquement, que cette union est une bonne option pour débuter ce changement social-là. Lorsque le Parti libéral du Québec ne sera plus à la tête de notre gouvernement et ne servira plus les intérêts de compagnies privées et d'une certaine classe sociale, peut-être qu'il sera possible pour nous justement de revoir les institutions démocratiques. Je crois en l'État encore aujourd'hui. Je crois aussi qu'il y a énormément de défaillances à cet État-là. Il y a un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 576 qui a été déposé à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines qui proposait certaines pistes de solutions. À partir du moment où on va avoir un gouvernement qui nous écoute davantage, on va pouvoir plus structurer justement ce qu'on veut comme projet de société. Et effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui, la polarisation du débat, elle est très ancrée, ce qui a trait de la gauche et de la droite, mais qu'éventuellement, il va falloir qu'on revienne à cet idéal de société, de pays. Pour moi, ça commence aussi par là. Je partage la préoccupation que le débat qu'on voit actuellement au Québec, c'est un débat de valeurs, en tout cas sur la question des droits de scolarité, de responsabilité collective versus responsabilité individuelle. Je pense que si on trouvait le plus petit commun des dénominateurs, des gens qui sont pour l'augmentation des droits de scolarité et de ceux qui sont contre, je crois que ce serait celui-là. Je pense que la meilleure manière de s'adresser, par exemple, dans ce cas-là, à tous les gens de gauche, c'est de s'élever justement au-dessus de la mêlée et d'être capable, dans cette cause-là, par exemple, de passer par-dessus les différends qui nous opposent. C'est sûr que pour ce qui est concrètement des partis politiques et tout ça, mais ça revient à la question de se demander ce qu'on veut. Les gens qui veulent un pays diront qu'il faut garder le clivage gauche-droite. Ceux qui mettent de l'avant, par exemple, des projets plus particuliers diront qu'il faut peut-être réformer. Moi, je n'ai pas humblement la réponse à cette question-là, mais c'est sûr que je crois aussi qu'il faudrait ultimement réfléchir à la façon dont notre système démocratique est bâti, parce que c'est sûr qu'on a un système démocratique qui est bâti en fonction du bipartisme, alors qu'on voit plutôt une multiplication des objectifs et des orientations que chacun des partis politiques veut mettre de l'avant. Mais je pense que la meilleure façon de rassembler les gens, justement, c'est de s'élever au-dessus de ce qui nous divise. Et je pense que ça, les gens le reconnaissent et embarquent dans des projets lorsqu'on s'élève au-dessus des guerres de mêlée et des guerres de drapeaux. Je pense que ça, les gens sont capables de le reconnaître. Merci beaucoup, Léo. Je reviendrai plus tard sur la question de la légitimité canadienne versus la légitimité québécoise. J'aimerais davantage vous laisser vous entendre
juste vous dire qu'aujourd'hui, notre Assemblée citoyenne est le mot-clé, un des mots-clés en trend à Montréal actuellement sur Twitter. Donc, ça va quand même assez bien. Puis on a, je ne sais pas combien on a de gens qui visionnent. On regardera pas le bilan plus tard. Bon, alors ça va, c'est bien. Vous, monsieur? Je m'entends encore une fois d'être bref. On est vite. J'aimerais peut-être fermer les micros, ce qui nous donnerait à peu près 40 minutes de débat, si chacun prend à peu près 5 minutes. Très vite. Alors, Félix Pinel du comté de Deux-Montagnes. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé d'unité et je vous en félicite tous. Je vais parler de la division et de son coût, parce qu'il y a un coût à la division. En 2008, Québec solidaire a obtenu 3,78% de tous les votes exprimés au Québec. Ça s'est réparti de façon différente dans les différents comtés. Ça a fait en sorte que dans 3 comtés, qui ne sont pas tous des comtés montréalais, il y en a un, Laurier-Dorion, le comté de Dubuque et aussi le comté de Châteauguay. Les libéraux ont gagné avec une marge plus petite que le nombre de votes obtenus par Québec solidaire. Et ça, c'était avec 3,78%, je le rappelle. Combien de comtés on va perdre à la prochaine élection avec Québec solidaire qui serait à 12% et Option nationale peut-être à 2, 3 ou 4%? Ça voudrait dire probablement une vingtaine de comtés, alors qu'on sait que les libéraux en ont environ 40 sur 125 qui lui sont assurés. Alors merci, on est sur la bonne voie et j'espère, je réitère la demande de madame qui a parlé quelques minutes avant moi, il faut qu'on sorte avec quelque chose aujourd'hui. Quand tu dis le Parti québécois, tu dis nous les citoyens. Ici, les gens présents. Et demain, c'est mon exécutif de comté du Parti québécois dans Deux-Montagnes. Et je vais proposer aux membres de mon association de comté un deal électoral. Puis en passant, une union électorale, monsieur, je m'adresse à vous, c'est pas une unité des idées. Ça peut être une diversité des idées dans une union électorale. Merci, Félix. Merci beaucoup. Merci. Léa, à toi. Très rapidement, il me semble que l'idéal aussi dans cette union-là, ça serait, c'est d'une évidence, mais de ramener la question de la souveraineté comme point ralliant de cette alliance-là, parce qu'on s'entend très bien que la plateforme du Parti québécois est bien différente de celle de Québec solidaire. Je pense que ça serait la manière la plus stratégique, Jocelyn, de promouvoir cette idée, en tout cas au sein des membres du PQ, puis du QS, puis de l'OM. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Non? On y va? À vous, monsieur. Bonjour à vous. Mon nom est Marc-André Dion. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus ou moins le fun, mais vraiment utile pour notre mouvement à proposer. Donc aujourd'hui, on a vraiment une manière de faire, un peu comme la dernière fois, qui est super propice pour partager des idées, des concepts, les discuter. Mais malheureusement, c'est peut-être pas l'idéal pour faire des propositions et amener des objectifs plus exécutés. Donc, moi, je propose, je ne peux qu'appuyer la proposition de M. Desjardins quant à au renouveau démocratique, de se doter d'institutions et de codification visant à faire avancer la démocratie au-delà des impositions. Mais aujourd'hui, je propose aux organisateurs du NMQ, donc à M. Desjardins et ses collègues, la proposition suivante. Que les exécutifs du NMQ convoquent une assemblée citoyenne dès que possible afin de traiter par voie référendaire de l'adoption d'un code procédural de l'espérance. Un code procédural de l'espérance. C'est comme le code Morin. OK. C'en est une autre forme, donc, ou un autre code un peu semblable. Donc, ça nous permettrait de discuter de ça, ça nous permettrait aussi, donc en tant qu'assemblée, de faire une proposition. D'aller dire, OK, on va se voter un président, un exécutif, on va demander à l'exécutif d'aller approcher les partis pour lui dire, ah, on a telle proposition à vous faire faire. On pourrait organiser des mouvements, on pourrait vraiment probablement plus agir que discuter. Parce qu'en ce moment, c'est formidable pour discuter. Une assemblée sous forme procédurale, c'est peut-être pas évident de partager des idées nécessairement là-dedans, parce qu'il y a énormément de contraintes, parce qu'on ne peut pas nécessairement s'adresser à quelqu'un non plus, etc. Mais je pense que le mouvement étudiant nous a montré une chose, c'est que la forme de démocratie directe qu'on a utilisée, elle marche. Elle marche vraiment, mais vraiment pas juste un peu. T'sais, on se dit, il y a Mme Courchain qui dit, non, c'était Courchain à l'époque, qui dit, OK, vous devez condamner la violence, etc. On doit un peu tout condamner, mais déjà, elle s'adresse à peu près 500 000 personnes, puis là, ça part, bang, puis là, ça s'en va dans les assemblées. Ça finit par remonter, sérieusement, on peut vraiment discuter avec un demi-million de personnes, d'avoir son opinion. C'est super,
c'est vraiment con son affaire, mais je veux dire, c'est formidable que ça marche, que ça revienne, tu sais. Puis ça, c'est super, ça a été un peu la force du mouvement étudiant, de pouvoir s'organiser. Vraiment, on avait des tables, nous autres, on disait, OK, il y a tel mouvement à telle heure, il y a telle affaire à telle heure, go, 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 on marche, puis après ça, OK, tel moment dans la semaine, on va en assemblée, on va discuter de l'avenir de notre mouvement, etc. Donc, c'est la proposition que je fais. Je ne sais pas si ça va être reçu. Rappelez-moi votre nom. Marc-André Miron. Bon, merci beaucoup, Marc-André. C'est une réflexion qui me présente Benoît Hamilton du Nouveau Mouvement pour le Québec, un des instigateurs avec Jocelyn et d'autres, Marc-André, Jason, enfin, les gens qui sont ici dans la salle. On s'est vu à nous. Oui, c'est possible qu'on se soit vu à nous. Désolé. Bon. Marc-André, c'est une réflexion. Ce que j'entends, c'est une volonté d'aller plus loin que la prise de parole. Une volonté de pouvoir s'inscrire résolument à travers des résolutions, de s'inscrire et d'avoir un discours qui devient cohérent. Cohérent avec un bagage, et c'est tout à fait noble. Cependant, dès le départ au nouveau mouvement, on a choisi de ne pas faire d'assemblée délibérante. Donc, avec amendement, sous-amendement, questions préalables. Ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est de mettre des micros dans une salle. Puis de dire, citoyens, vous n'êtes pas contraints par aucun code, peut-être à la limite par le temps, parce qu'on veut que tout le monde puisse prendre la parole. Puis déjà, je trouve que j'utilise le temps là, des gens qui sont en train d'attendre. Comment dire, si on formalise le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de s'attacher aussi et d'attacher les futures conversations qu'on va avoir dans des résolutions qui vont déjà avoir été votées. Si le 21 août, je ne sais pas si vous étiez présents au Cégep Saint-Laurent, où on a fait une grosse assemblée et il y avait des gens qui sont venus nous voir, on pensait qu'on était dans une assemblée constituante, parce que c'est dans le texte qu'on avait publié la semaine d'avant, c'était là. Mais on avait sans doute fait des résolutions sur la Constitution alors que c'est pas notre rôle au MNQ de la façon que nous le percevons. Je suis d'accord que l'événement que vous faites là est important aussi, mais ça nous permettrait d'atteindre notre objectif. De temps en temps, on pourrait faire 2 formes d'assemblée. Oui, on n'aura pas le choix de le faire de toute façon pour faire une assemblée générale pour le CA parce qu'on s'est enregistré, mais ça c'est de la poutine interne. Vous seriez invité à notre assemblée générale, évidemment, si vous avez laissé votre courriel à l'entrée. La proposition de la dame, on préfère pour l'instant, du moins, entendre la proposition de la dame de dire, bon, il faudrait écrire quelque chose ou réclamer ou prendre une piste d'action pour que les partis s'unissent. On a écouté, on entend les gens au micro, les gens d'organisation, les comités de contenu, on a tout ça sur cassette, on entend, et si la fenêtre s'y propose, nous, en fait, à chaque fois qu'on publie un texte, on s'inspire de ce qui est dit dans les assemblées. Merci Benoît. Sur cet aspect, mais j'apprendrai votre proposition par contre. Écrite, là, je l'apprendrai. J'aimerais ça qu'on l'ait, si possible, que vous nous la donniez quant à transformer cette assemblée en assemblée délibérante. C'est une autre chose, mais je pense que ce serait important qu'on l'ait pour qu'on puisse la débattre dans nos équipes de contenu. Si vous nous le permettez, vous pourriez la remettre à Philippe-Antoine. Oui, merci beaucoup. Puis, d'autre part, la demande de madame, je veux juste vous dire qu'il y a déjà une lettre qui est écrite pour l'unité des partis. Elle a été écrite il y a un mois, on a décidé de ne pas l'envoyer parce que le contexte n'était pas propice, mais on travaille avec un certain nombre de gens de la société civile et on continue d'avoir des rencontres et d'avancer sur ce terrain-là. Donc, faites-vous-en pas, on est impliqué dans le dossier, puis on va s'assurer de continuer à ce que ça se travaille. Dans des délais de... Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire, c'est long, c'est complexe ces affaires-là, puis des fois ça peut être plus court qu'on pense. Ouais. Je sais, il y en a plusieurs en fait qui circulent. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé l'annonce. J'étais où? J'étais là, madame. Bonjour, je m'appelle Audrey Favreau-Pinet, je suis entrepreneur et présentement en congé de maternité que j'ai surnommé le congé de l'indignation. Ça fait presque 6 mois que je suis à la maison et que mes journées passent sur Twitter
entre 2 séances d'allaitement avec Léo, Martine et Gabrielle à RDI. Et bon, donc j'essaie un peu de prendre position dans mon contexte actuel qui est un peu particulier. Puis, en fait, je voulais surtout dire que en ayant un enfant, j'ai eu cette réflexion-là de dire que ma vie ne se terminait pas quand j'allais avoir 92 ans et demi, mais quand mon fils allait avoir 92 ans et demi. Donc, j'ai l'impression que mon militantisme est vraiment est issu de mon statut de maternité, finalement. Et je parlais avec ma mère de cette espèce de constat-là, puis ma mère qui est une baby boomer, ma mère qui a voté oui en 80, ma mère qui a voté oui en 95, et quand j'ai posé la question à ma mère, vas-tu voter oui quand nous aurons un référendum, moi qui est si souverainiste depuis ma naissance, et elle a dit, bof. Et là, moi qui pensais devoir la convaincre d'aller aux urnes, de se déplacer, parce que je sais mes parents qui étaient très militantistes, qui étaient très souverainistes, se sont un peu embourgeoisés dans leur confort et demandent le calme. Est-ce qu'elle vous écoute, là? Non, je ne croirais pas. Mais j'ai eu toute cette conversation-là avec elle, puis j'essaie un peu de la faire changer d'idée, puis de lui dire que sa vie à elle ne se terminera pas quand elle va avoir 92 ans, ni moi quand j'aurai 92 ans, mais quand mon fils, qui s'appelle Léo, soit dit en passant, c'était à faire... Léo, propriétaire d'une microbrasserie qui a appelé son fils Léo en votre honneur. Donc, quand Léo aura 92 ans, donc je pense on parle beaucoup de démographie, puis je pense que les baby boomers représentent un immense pourcentage de notre population qu'il faut aller chercher. Ces gens-là, ils ont voté oui en 80, ils ont voté oui en 95, puis en ce moment, ils sont peut-être un peu encrassés dans leur confort. Puis je pense que ces gens-là, c'est mes parents, c'est des grands-parents, je regarde l'Assemblée, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des collègues. Je pense que c'est important d'aller rallier ces gens-là, parce que démographiquement parlant, c'est eux qui peuvent nous aider à avoir un Québec souverain. Voilà. À vous, madame. Joanna Murphy, entrepreneur social, écrivain public et auteur. J'aimerais vous entretenir de 2 choses, de la mobilisation et du nous, de ce qui nous unit et non pas de ce qui nous divise. Je pense que c'est ce qui nous amène ici. D'abord, la mobilisation, ça fait plusieurs mois, en fait, je le fais depuis le début du conflit. Je prends le bout de la rue et je fais d'éducation populaire. Les gens dans la rue, ceux qui recrachent le discours de droite, ne sont pas nécessairement de la droite. C'est facile de recracher le discours des médias, de recracher le spin médiatique. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont de droite pour autant. À partir du moment où mon voisin et son voisin réalisent que le nous est présent, la rue s'éveille et ils se joignent à la rue. Ça, c'est un message que toute personne mobilisée qui a envie que ce mouvement populaire-là survive doit relier ce message-là à son voisin, au voisin de son voisin. À partir du moment où les gens réalisent qu'aller vers l'autre permet d'aller vers soi, il y a un réel pouvoir de mobilisation. Par rapport à ce qui nous unit, on est ici parce qu'on ne veut pas, à la base, allons-y par étapes, on ne veut pas que les libéraux soient réélus. Alors on veut qu'il y ait une coalition, on veut qu'il y ait un peu de stratégie au niveau des partis politiques. Est-ce que tout le monde ici, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui aient quitté, est-ce que tout le monde ici s'engage à prendre le téléphone, à envoyer des courriels, à écrire sur Facebook à tous les partis politiques, non, pas la CAQ, pas les libéraux, et faire ce que Sarah réclame, c'est-à-dire un appel de mobilisation, c'est-à-dire envoyer un message clair. J'étudie les mouvements sociaux depuis plusieurs années, mais
particulièrement depuis plusieurs mois, depuis le début du conflit. Et ce que je réalise, c'est que les gens qui tweetent, qui sont sur les réseaux sociaux, pensent que prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça suffit. Or, la parole citoyenne ne se rend pas nécessairement. Prenez le téléphone, écrivez et invitez 5, 10, 15 personnes à écrire au PQ, à Option nationale et à Québec solidaire et exiger qu'il y ait coalition. Si on en parle, moi la prise de parole, je suis pour, je suis un écrivain public, je suis un auteur, je fais ça à journée longue. Mais la mobilisation citoyenne, c'est pas juste sortir dans la rue, c'est porter sa parole là où ça compte. J'ai réalisé aussi dans les derniers mois que les gens ne portaient pas plainte, n'écrivaient pas à leurs députés. Et ça, c'est le piège des réseaux sociaux. Il faut transcender cette limite des réseaux sociaux, ce que moi j'appelle le principe de Peter des réseaux sociaux. C'est super important d'être conscient de ça, parce que le spin entre nous ne suffit pas. Là, les gens, nous sommes tous dans la rue, c'est super, mais prenez la parole, écrivez, textez, tweetez, là où ça doit être entendu. Donc, ceux qui ont l'appareil politique, les prochaines élections, on doit s'unir. Et on doit se concentrer sur ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Quand il y a le débat gauche-droite, prenez le temps de parler à vos voisins dans la rue, prenez le temps de mettre en lumière ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise, espèce de discours un peu stérile gauche-droite, on s'en tabarnak là, ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise, et vous allez voir qu'ils vont sortir et se rallier. Nous sommes plusieurs à organiser la résistance, à essayer de transcender les limites des réseaux sociaux. Faites circuler hors des réseaux sociaux, faites circuler hors de vos cercles. Il y a des élections partielles le 11, Léo Bureau-Blois, je me répète pas, il y a des élections partielles le 11 juin prochain. Est-ce que les étudiants sont prêts à aller voter? Est-ce que les étudiants vont être là aux élections partielles? On doit envoyer un message clair aux libéraux, il faut les sortir de là. J'ai reçu un texte pendant l'Assemblée où on me disait, quelqu'un du PQ, qui me disait, il n'y a rien à faire, Argenteuil, La Fontaine, c'est perdu d'avance. Je suis désolée, on est quand même un petit groupe ici, là. Levez-vous, sortez dans la rue, allez porter des tracts à La Fontaine, Argenteuil, allez mobiliser la population, parce que eux non plus, ils n'ont pas envie de revoir les libéraux là. Il faut juste leur donner un petit coup de pied au cul, juste le petit élan qui va permettre aux gens de sortir et d'aller voter. Sortons-les de là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une dernière petite note. On a l'habitude, nous, au NQ, on commence aux assemblées, la plupart des gens ne se connaissent pas, puis on finit, puis on est c'est une gang, c'est un groupe. Donc, après, à 5h, 5h30, quand on aura terminé, on ira, où est-ce qu'on va, donc, après, on va tous fraterniser. Au Club Sandwich. C'est ça, sur Sainte-Catherine, ça s'appelle le Club Sandwich. Donc, je vous invite tous à venir fraterniser avec nous. On va fêter, puis on va s'amuser et fraterniser ensemble. À vous, monsieur, je vous écoute. Moi, je ne me suis pas présenté tantôt quand je suis intervenu. Je m'appelle Daniel Gingras. J'ai une scolarité de doctorat en éducation spécialisée au niveau des types de recherche. Mais j'ai choisi de prendre la recherche-action parce que nous faisons tous partie du problème et nous faisons tous partie de la solution. Cependant, n'ayant pas eu de directeur de thèse, je n'ai pas pu poursuivre. En conséquence, je suis devenu un artiste et je suis devenu poète. Je suis membre des Artistes pour la paix. Avec eux, je combats la guerre et les conséquences néfastes qu'il peut y avoir. Par exemple, sur le site des Artistes pour la paix, quand on regarde le mouvement engendré par Stephen Harper, qui est, je pense, le premier ministre du Canada, avec eux, il y a une campagne actuellement puis ça naît ça des réactions qu'il y a eu quand il a décidé de mettre son budget dans le but de pouvoir développer l'armement, etc., toutes ces industries-là. Et à ce niveau-là, il y a une campagne sur laquelle on peut faire vos rapports d'impôts et boycotter
de dire au gouvernement, je l'ai fait, on ne veut pas payer d'impôts pour la guerre, on ne veut pas payer d'impôts pour tuer du monde, on pense que l'argent doit servir à de la coopération internationale, nationale et internationale, et on peut à ce moment-là, ça va à toutes les parties. À ce niveau-là, et en même temps, en tant qu'artiste pour la paix, c'est parce que par le mouvement qu'on est en train de créer, si on regarde les problèmes qu'on a eus, il faut apprendre de nos expériences. Dans les années 70, les gens y ont dit non à un mouvement de changement par le biais de la guerre ou par le biais militaire. Et à ce niveau-là, c'est donc un mouvement pacifique. Mais le pacifisme, c'est pas non plus de rester assis chez soi et de tout gober qu'est-ce que c'est qu'il nous donne. Puis d'ailleurs, le mouvement actuellement est merveilleux à ce sens-là. Donc, pour le mouvement pacifique, c'est avec les artistes pour la paix. Avec la Société Saint-Jean-Baptiste, je suis aussi. Et pourquoi je suis? Je fais partie de la campagne de Je me fous royalement de la monarchie, parce que la monarchie est une dictature qui nous est imposée. Et quand on veut une république, bien à ce moment-là, c'est le mouvement citoyen qui nous emmène là. Et pour ce qui est des autres éléments, quand on regarde les éléments des partis, un des problèmes que je remarque, là, je fais du militantisme depuis 72, 74 à peu près, là, et un des éléments, c'est de faire attention à penser à la parole de Gandhi. Ce n'est pas votre ennemi que vous devez combattre, mais bien l'erreur de votre ami, lui arrive de se croire votre ennemi. Et quand j'ai été au nous, parce que j'étais là-bas pour écouter tout le monde qui ont parlé, un des éléments, tout le monde, j'ai pris des photos de tout le monde, puis j'ai aimé tout ce que tout le monde a dit, mais une chose qui m'a impressionné énormément, c'est quand Jean Barbe a parlé et qu'il a parlé de partage. Le problème qu'on a au niveau de gens, quand on regarde la vidéo d'Anonymous, quand on regarde la gang qui était à sa gare, je regardais à un moment donné, je voyais Plamondon, je voyais Père Charlevoix, je voyais ces gens-là, et ce sont des artistes, et des spectacles qu'ils produisent. Et pour moi, ça, c'est tout à fait correct. Ce qu'on est en train de vouloir faire actuellement, quand on prend le Parti libéral au niveau du Québec, c'est d'essayer de mettre dehors, de sortir du problème de la collusion et de la corruption. Ça, c'est des éléments qui nous nuisent. Quand je prends la CAQ, on parle de la CAQ, ben oui, les intérêts individuels, on en a tous, c'est l'économie. Avec la politique, c'est ça qui se passe avec le Parti libéral actuellement, c'est que l'économie pousse sur la politique et utilise ça en prenant l'argent des citoyens pour être capable de pouvoir développer des beaux grands projets, alors que le mouvement social dit « wow, une minute, là, tout se fait pas comme on veut. Du côté de l'environnement, c'est pas comme ça. Du côté de la santé, c'est pas le même. Du côté de l'éducation, c'est pas comme ça. » Donc, pour moi, dans la palette de couleurs des partis politiques, qui est un mouvement d'éducation pour moi, parce que chacun peut se situer dans un ou l'autre de ces partis-là, et il peut même, à ce moment-là, s'il n'y en a aucun, se présenter comme indépendant. J'ai un ami qui se présente comme indépendant, j'en ai qui sont dans le Parti Québec solidaire, j'en ai dans le PQ, il y en a dans l'Option nationale, et tout le monde se pousse dans ce sens-là. Fait que, tout ce que je veux dire, oui, je suis d'accord avec l'Union, oui, l'Union citoyenne, de nous voulons faire un pays. Ça, je suis d'accord. Oui, nous ne voulons plus que les gens fassent de la désinformation ou de la manipulation d'information. Hier, j'entendais le Parti libéral, 24%, il est élu. C'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Ces projets sont pas représentatifs de l'ensemble. Et quand on voit le nombre de gens qui sont dans la rue, je pense que la population parle actuellement, elle dit assez, c'est assez, on veut que ça change. Merci. J'aimerais juste quelques petites minutes rapides à Léo qui doit quitter parce qu'il y a une entrevue à Radio-Canada dans... Bon, d'accord. Radio-Canada. Ouais, c'est ça.